Bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous dire, dans le métier que je fais, vous avez vu avec le profil académique que j'ai, je suis d'abord un gestionnaire, mais la passion que j'entretiens pour les parcs nationaux a aussi fait au fil du temps de moi un metteur en scène de la nature. Et ça se fait dans un grand travail d'équipe à la société. Vous avez des collègues à l'intérieur de la salle ici qui travaillent avec nous à la CEPAC. Denise Blais, Marjolaine Lasselle et Jonathan Clérou. Et je dois vous dire, et là je vous fais un secret, dans les corps professionnels avec qui on a à travailler, c'est pas mal dans mes chouchous. Je prendrai l'exemple, le Parc national du Mont-Tremblant, où on a un plan de développement sur 10 ans. Et Denise, dès le départ, alors que j'ai eu ce privilège de gérer ce parc national-là, elle était dans le groupe de travail ad hoc que j'avais formé et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et maintenant, ben, dans les autres parcs avec les deux autres. Alors, il y a bien des éléments là-dedans qui, dans le cadre de ma présentation, qui sont d'un niveau de développement, mais le support qui est en arrière de ça, naturellement, ça se fait notamment avec les architectes du paysage. Alors, juste pour mon information, combien il y a de personnes dans la salle qui ont visité un établissement de la CEPAC? Ah, mon Dieu, une foule. Si vous voulez me donner des dites-le nous après, je vais être là pour vous. Parcs nationaux, une visite dans un parc national au Québec. Ah, salut! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça doit faire quoi, Mario? 15 ans, à peu près? 30, oui, on est déjà rendu là. On s'est croisés quand j'étais au Parc national d'Oka. Alors, ce que je vais voir avec vous, d'abord la CEPAC, mais très rapidement, comme vous la connaissez, puis ensuite de ça, on va plonger dans les deux sujets que M. Lupien vous a fait part, puis on va terminer avec les îles de Boucherville. Alors, la CEPAC, simplement, c'est une société d'État, mais c'est une entreprise qui est particulière. C'est à mi-chemin entre un ministère et une entreprise privée. C'est ni l'un ni l'autre. Le gouvernement a décidé de créer cette société-là pour se donner un peu plus de flexibilité dans la gestion de son patrimoine naturel. Et la CEPAC, au fil du temps, a pu se développer, notamment avec les réserves phoniques en 95, 99, l'arrivée des parcs nationaux, et par la suite d'autres établissements qui se sont joints, dont l'Aquarium du Québec. La mission, sous les dimensions en fait, du développement durable, la dimension publique, environnementale, sociale et économique, essentiellement sur les territoires que le gouvernement nous confie, les sites ou les actifs touristiques, c'est de les rendre accessibles. Le deuxième élément, c'est de les développer. Et le troisième, c'est d'en assurer la pérennité. Et le modèle que la CEPAC a adopté à travers les années, c'est que l'ensemble de nos liquidités, les liquidités nettes qu'on génère à toutes les années, donc ce qui reste, revenus moins dépenses, est réinvesti pour entretenir le patrimoine qui nous appartient à tous dans la salle à travers le temps. C'est donc un modèle qui est, à certains égards, différent de ce qu'il y a ailleurs, dans le cas des parcs nationaux notamment, ailleurs au Canada et en Amérique du Nord. Donc, trois réseaux, les parcs nationaux, donc 50 établissements, quand même 80 500 km², les réserves phoniques et les centres touristiques. Donc, pour les parcs nationaux, un réseau d'envergure internationale, c'est dit comme ça dans la stratégie touristique du Québec. Je pense que M. Dubé est venu vous présenter certains éléments à cet égard-là. C'est donc une aire protégée de catégorie 2, les parcs nationaux, et on a à accomplir dans ces territoires-là le juste équilibre entre l'accessibilité et la conservation. Et c'est là, il n'y a pas de recette magique là-dedans, c'est vraiment le défi des gestionnaires quotidiens dans chacune des décisions qu'on va prendre. Donc ça, c'est un des éléments qui caractérise ce réseau-là. Mais ensuite, il ne faut pas l'oublier, les réserves phoniques, des territoires en fait qui sont partagés par plusieurs utilisateurs. Dans le cas des parcs, vous savez qu'il n'y a pas de coupe forestière, d'exploitation minière ou les éoliennes et ainsi de suite. Alors que dans les réserves, à la fois, alors qu'on on fait la promotion ou on exploite la faune, en équilibre toujours, parce qu'il y a des quotas et tout ça, il y a également de la coupe forestière, minière et tout ça, et on doit harmoniser les usages. Dans ce cas-là, on est gestionnaire d'une portion de la ressource, mais on n'est pas propriétaire du terrain. C'est le MRNF à ce moment-là. Le MRN, parce que le F est changé de ministère. Ensuite de ça, vous avez une série de centres touristiques, donc l'Aquarium du Québec, du Chêné, le Parc de la Chute-Montmorency, et on a un petit volet de villégiature, dont notamment l'auberge de montagne dans les Chic-Chocs, le gîte du Mont-Albert et du Chêné. Alors, la mise en scène d'expérience des visiteurs, un parcours. Je vais d'abord vous parler de la réflexion qu'on a eue à l'égard de le concept qu'on a appelé parc-parcours. Et pour y arriver, on a décidé nous-mêmes de se brasser, de sortir de la réflexion normale qu'on peut avoir dans les parcs. On a réuni
dans 2 séances de brassage d'idées, des professionnels de tout horizon, mais qui ne venaient surtout pas de notre domaine. Et vous allez voir, dans ce que je vais vous dire, il y a des évidences qui, pour nous, probablement que vous connaissez l'adage, quand on est trop proche de la forêt, on ne voit plus en fait les arbres, ça nous a redonné une perspective, mais on a vraiment... dans le concept, d'abord, le visiteur, ce qui est sorti de ça, c'est de créer une relation émotionnelle entre le visiteur et le territoire pour lui donner l'impulsion, le goût, le désir d'aller découvrir ces territoires-là. C'est un peu une évidence. À la fin, quand on regarde ça décoller, on se disait, ouais, OK. L'autre élément, de personnaliser la visite en fonction des intérêts et des besoins de chacun. Il y a des gens qui aiment l'ornithologie, il y en a d'autres, c'est la géomorphologie. Il y en a d'autres qui veulent pratiquer une activité. Il y a des amateurs de canaux, de randonnée pédestre. Puis il y en a d'autres qui viennent dans les parcs parce que simplement c'est beau. Ce sont les plus beaux paysages du Québec, puis ils demandent seulement à mieux le découvrir. Donc, la personnalisation, puis à l'ultime, donner l'envie de recommencer. Le deuxième élément, et celui-là a changé notre façon d'aménager nos centres de découverte. Et d'ailleurs, dans les parcs, vous savez, c'est un domaine qui est relativement traditionnel à travers le monde. Ça fait des années qu'on fait pas mal les mêmes choses de la même façon. Vous prenez tous les éléments de milieu naturel, puis vous les rentrez dans une exposition thématique à l'intérieur d'un bâtiment, dans une salle fermée. Puis vous espérez que les visiteurs vont vouloir en savoir un peu plus en visitant cette salle d'exposition-là. Partout en Amérique du Nord, mais ailleurs dans le monde, c'est de la façon qu'on le fait. Nous, ce qu'on est revenu, puis ça, c'est vraiment les gens qui ont pensé, c'est de dire, votre musée naturel, au lieu de le prendre, de le rentrer dans une boîte, il est à l'extérieur. Ah! Alors, dans notre cas, le parc, c'est le grand musée naturel. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on continue à prendre l'ensemble des éléments naturels et les interpréter à l'intérieur d'une boîte, alors que seulement 12 de nos visiteurs qui fréquentent ces expositions-là, et, vous ne le cacherez pas, il y a un coût assez important en termes de mètres carrés de bâtiment, d'exposition et de tout ça. Donc, ça nous a amené à dire, oh, parce qu'on continue de la même façon ou on essaie d'aller ailleurs, de revoir notre approche. Et ça a été un des éléments. Le dernier, c'est le parcours. Le parcours, dans le fond, de gérer la relation entre le parc national et le visiteur avant sa visite, pendant sa visite et après sa visite. Et Parc Parcours a donné une réponse, puis je vais essayer de vous le simplifier. Puis tout ça, à l'ultime, qu'est-ce qui distingue un parc national, outre le fait qu'il est conservé, c'est qu'on veut, dans la mission, pour que vous puissiez pratiquer des activités intéressantes, mais que ça vous connecte aussi au milieu naturel, les motifs qui ont fait que ce parc-là a été créé. Et chaque parc a quelque chose à révéler, en fait, selon les régions naturelles qu'il protège. Et donc, le centre de découverte est devenu le cœur battant. C'est donc le tremplin vers l'aventure. C'est de là, on dit souvent le prisme. On a eu l'occasion, je pense, une présentation que tu avais vue. C'est à partir de là qu'on va donner l'envie de partir. Le parcours, en fait, c'est le tremplin vers l'extérieur. Alors, ce qu'on cherche à faire avec chacun des projets, puis d'ailleurs, si vous voulez un aperçu de ça, l'article que Claudia a écrit, que j'ai lu ce matin, Marjolaine, excusez, Claudia, c'est sa sœur qui travaille comme responsable conserve-éduc au Parc national du Mont-Offord. Des fois, je les mélange. Alors, il y a 4 axes de développement dans notre cas. Le premier, exercer un impact minimal sur le patrimoine naturel, le Parc national. Naturellement, on dit que c'est des aires protégées de catégorie 2. Ça nécessite l'accessibilité. Ce ne sont pas des réserves écologiques. Donc, il va nécessairement avoir l'apport de l'humain, donc de l'aménagement. Il faut minimiser ça. D'ailleurs, vous allez voir prochainement, nous allons publier le bulletin de santé des parcs nationaux après 10 ans de notre programme de suivi d'intégrité écologique. Et nous, on mesure est-ce que l'État, à partir d'il y a 10 ans, est-ce que ça a évolué dans le temps? Et on est très content de voir que malgré le fait que le réseau a connu une augmentation de 2 millions de visiteurs à 4 millions de visiteurs en 10 ans, avec les investissements que nous avons réalisés, avec le bulletin de santé, l'intégrité écologique s'est maintenue. Et ça, pour nous, c'est une grande nouvelle, c'est que ce premier élément-là, on a réussi avec les équipes et les professionnels qui nous accompagnent. C'est donc un succès. Favoriser la découverte, je vous en parle depuis tantôt, donc connecter les gens aux particularités du territoire. Et ensuite, assurer cette accessibilité-là, mais l'expérience du visiteur. L'expérience du visiteur, ça se bichonne. C'est quelque chose qu'avec le temps, quand on a des nouveaux directeurs qui arrivent, on doit les accompagner dans le parc, les équipes de professionnels. Mais nous, comme équipe d'exploitation, essayer de leur donner ce petit quelque chose de différent. Moi, j'ai la chance, j'ai commencé dans le domaine très jeune, j'ai pu gérer les parcs nationaux, mais aujourd'hui, c'est d'essayer d'amener la nouvelle génération de directeurs et directrices de parcs nationaux à venir saisir comment on fait pour mettre en scène cette expérience-là.
et qu'ils puissent le travailler avec les équipes. Et le dernier, cet élément-là, des fois, ça peut surprendre parce qu'il y a une partie, naturellement, de notre financement dans les investissements qui provient du gouvernement. Mais la rentabilité des investissements et des modalités de gestion durable, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, il faut qu'on soit en mesure de l'opérer correctement et au meilleur coût possible. Et ça, c'est une préoccupation pour l'avenir et constante parce qu'on doit nécessairement faire attention à l'ensemble des ressources qui nous sont allouées pour pouvoir gérer les parcs. Et tout ça, bien, on est en travail d'équipe, en synergie en fait, donc des gestionnaires du parc, de l'équipe des immobilisations et des professionnels des diverses disciplines qui vont être impliqués dans un projet. Et ça, je pense que on le faisait spontanément depuis des années, mais ça s'est beaucoup concrétisé avec le changement qu'on a eu avec Parc Parcours. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Je vous le résume. On essaye d'abord de susciter l'émotion, l'envie de la découverte. Donc, quelque chose qui vous coupe le souffle en disant « j'ai envie d'aller à cet endroit-là ». Comment on le fait? Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, bien, naturellement, il est plus évident que n'importe quelle entreprise touristique, mais d'accueillir le visiteur et de lui présenter le parc. Mais traditionnellement, on ne l'a pas toujours bien fait. Pourquoi ce parc-là a été créé, et ainsi de suite, vous allez voir les moyens qu'on s'est donnés. Le deuxième, ça a changé, c'est de personnaliser cette visite-là, personnaliser la découverte, mais également l'expérience, de trouver le chemin qui va vous correspondre individuellement en fonction de vos intérêts. Et ça aussi, ça amène à une autre approche d'accueil des gens. Et comment on va le faire? Et là, c'est ce qui distingue d'une approche dans notre domaine, dans les parcs nationaux, c'est de connecter le visiteur aux particularités, aux points d'intérêt, puis à la connaissance plus, étant que vous allez voir dans l'application Parc Parcours, il y a un volet de vulgarisation des connaissances si vous voulez en apprendre un peu plus. C'est sûr que c'est pas, on essaie de le vulgariser pour que le public le comprenne bien, mais c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce que vous allez avoir trouvé sur le terrain. Et en fait, et ça, je sais que dans votre domaine, c'est de valoriser la nature, l'espace et l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, encore une fois, on le faisait spontanément. Ça a changé le lieu où on installe nos centres de découverte. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Parc national du Bic, qui ont visité le Parc national du Bic? Est-ce que vous avez vu le premier centre de découverte? Le premier centre de découverte, il n'est pas nécessairement placé dans ces années-là. Ils l'ont placé dans un lieu qui n'a pas effectivement d'esprit. Vous ne comprenez pas ça, pourquoi le parc a été créé. Il n'y a pas de sens au lieu. On a donc, et malheureusement, déménagé ce qu'il y avait à l'intérieur du centre de découverte dans la nouvelle approche, et on a amené tout ça à la ferme Rioux, où là, vous êtes devant une baie magnifique, et vous sentez ça pourquoi ce parc-là est protégé. Le Parc national du Mont-Tremblant, le nouveau centre de découverte avec Denise, on a eu 8 endroits différents. À l'époque, on était moins dans l'esprit du lieu, dans ces concepts-là, mais on a trouvé un endroit où, dès que le visiteur va débarquer de sa voiture, va cheminer vers le tremplin, donc le centre de découverte, il va comprendre ce pourquoi le parc a été créé. Grand lac, montagne arrondie au loin, et même à l'intérieur du bâtiment, vous allez devoir sentir ça. Parc national du lac Témiscouata que vous avez ici, ça a été le même principe. Et ça, définitivement, maintenant, c'est de la façon qu'on amène l'approche, mais de faire parler la nature. Vous allez voir tantôt avec le XP, on est allé un peu plus loin dans certains éléments. Donc, pour vous résumer la nouvelle expérience de visite, comment on l'a fait, prenons-la sur l'exemple du Parc national du lac Témiscouata, où on a eu le privilège d'ouvrir ce parc-là l'année dernière, et puis là, on va avoir une deuxième phase de développement les 2 prochaines années. Donc, le visiteur, à partir de chez lui, vous allez voir ça, c'est un enchaînement de moments de vérité qui, chaque moment, peut être aussi décortiqué. La première chose, le site Internet, vous avez l'explorateur Parc Parcours, donc une vignette où vous pouvez, avant, préparer votre visite dans un parc national. Notre site Internet, dans les prochaines années, vous allez voir, ça, c'est une mouture qui va complètement changer. Parce que quand on vous parle de créer la relation émotive, on considère, et l'équipe de marketing à la CEPAC, qu'aujourd'hui, cette approche-là ne va pas encore assez loin. Donc, la nouvelle mouture, que moi j'ai eu le plaisir de voir, va vous amener à plus d'images, plus de connexions. Donc ça, il y a un renouvellement pour donner cette envie de découverte-là. Et là, c'est le Parc national de la Jacques-Cartier, mais je voulais juste vous présenter qu'il y a l'onglet Parc Parcours, en fait, encore une fois, que vous pouvez utiliser. Et ensuite, on arrive au parc. Dans l'arrivée, là, on sait un peu ce qui va se passer, ce qu'on a envie de découvrir. Bien, à l'arrivée au parc, on marque l'arrivée du territoire avec des panneaux. Celle-là est assez évidente, je pense. Hein? Dans votre domaine, vous savez que quand vous arrivez dans un lieu, vous le marquez.
Dans notre cas, les pancartes, c'était une pancarte brune comme ça en bois, puis souvent, c'était un peu gênant. Aux États-Unis, s'il y a des gens qui ont visité, je suis pas mal convaincu que dans les parcs nationaux, vous photographiez devant le panneau d'entrée du parc. Au Québec, ça ne vous tentait pas du tout. Alors que là, ben, on va dès Parc Parcours et regarder l'aigle. On va intégrer ce panneau-là dans tout le design. Et ça, c'est venu un peu plus tard dans la démarche, dans le design de Parc Parcours. Ça a été ajouté dans les mandats qu'on donne. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'élément signal. Dans ce cas-là, ce sont des magnifiques plaques d'ardoise sur lesquelles a été gravé un certain nombre d'éléments et sur l'occupation humaine du territoire. Et ce signal-là, ben, ça dit c'est ici que ça va commencer le tremplin. Et c'est fait et adapté à chacun des territoires de façon différente. Ça, c'est vraiment dans le design. Il y a un concept qui est général, mais après ça, on l'adapte. Ensuite, ben, on s'en va dans le centre de découverte. À l'entrée, bon, on veut présenter dans le cheminement le réseau des parcs. Et dans ce cas-là, ben, on dit, voici, vous avez la carte du Québec, les parcs nationaux, ça a une mission. Puis ensuite de ça, le parc national ici, ben, vous avez les trois éléments comme ça. Et là, on rentre à l'intérieur. Et encore une fois, l'intérieur, ça change selon les parcs nationaux. Des espaces aujourd'hui beaucoup plus ouverts vers la nature, plus polyvalents, parce que je pense que ça va s'adapter dans le temps, ça ne restera pas fixe. Une exposition, quand on les fait de façon plus fixe, comme on l'a fait traditionnellement, il faut que ça ait une durée de vie qui est plus longue. Alors que là, on va pouvoir jouer les espaces. Puis tantôt, je vais vous parler des tendances au niveau des visiteurs. C'est bien évident qu'il va falloir bouger pour rester pertinent dans notre domaine. Donc, vous avez ce qu'on appelle les 3 éléments forts. Et dans ce cas-là, on va présenter ce pourquoi le parc a été créé. Je m'excuse si l'image n'est pas... vous avez donc les monts Wisic, le lac Témiscouata, puis tout l'élément qui a trait à l'occupation humaine. Et à chaque fois, on essaie de venir camper ce pourquoi ce parc, de le résumer en 3 éléments. Et après, vous avez la présentation maquette. Dans ce cas-là, elle est au sol. Des fois, c'est une maquette qui est plus traditionnelle. Et ça, c'est encore une fois, c'est adapté. Elle est au sol. C'est un endroit où, par exemple, on va accueillir les groupes scolaires alentour de la maquette avec des bancs pour pouvoir expliquer aussi aux jeunes comment le territoire est constitué. Et vous avez, juste sur les côtés, vous avez les 3 éléments forts. Ben, on a des installations qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Dans ce cas-là, il y a eu un design particulier, c'est des arches. Par exemple, le lac Témiscouata, vous rentrez à l'intérieur, on détecte la présence, il y a des vagues qui commencent et là, vous avez, dans ce cas-là, une vidéo qui part, puis là, vous pouvez en apprendre un peu plus. Celui-là est particulier, il y a d'autres, comme je vous dis, dans d'autres parcs nationaux, on l'a fait de façon différente, donc ça, c'est une des approches qui a été adoptée. Et vous avez ensuite... le compagnon de visite, mais également la borne interactive. C'est à partir de là et qu'on vient personnaliser votre visite, que vous pouvez choisir à travers Parc Parcours. Je vais avoir un exemple de ce cheminement-là sur le terrain. Donc, l'iPad est installé pour que vous puissiez préparer votre séjour, votre découverte. Et le compagnon de visite, et là je tiens à dire, le compagnon de visite, c'est un des éléments supplémentaires au niveau de la découverte qu'on a rajouté. Et on ne veut pas créer de barrières technologiques entre l'humain et la nature. Il n'y aura pas de réalité virtuelle. Le compagnon de visite, ce que ça veut dire, c'est qu'il est en votre poche. Puis quand vous arrivez à un endroit, là en ce moment, c'est des panneaux, parce que les connexions dans les parcs, on aimerait mieux faire vibrer le téléphone, puis de ne pas mettre vous allez voir tantôt de panneaux qui disent, là, vous êtes au numéro 1, puis vous avez quelque chose à apprendre, ou si vous le désirez. Là, c'est de cette façon-là, mais éventuellement, quand les connexions seront plus importantes, c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans sa poche. Puis quand on arrive, on vient découvrir. Il n'y aura pas de réalité virtuelle. On a aussi fait le choix d'avoir rien dans les oreilles. Ce qui est important quand vous visitez un parc national, c'est la sensation de la nature. Bien, écoutez les oiseaux, le chant de la rivière au loin. Cet élément sensoriel-là, on ne veut pas le couper vers la technologie. Et ça, on a fait bien attention. Il y a eu des décisions au moment de designer l'ensemble où on a pris cette approche-là. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, on est très content de l'instinct. Alors, voilà juste le résumé au Parc national de la Jacques-Cartier, comment ça se passe.
avez vu les panneaux, c'est un peu ce que je vous parlais tantôt, là, ce qu'on va tendre à faire puis à faire disparaître, ce sont ces éléments-là avec le temps pour que ça puisse vibrer quand vous arrivez sur une position géoréférencée, en fait. Donc, tous nos sentiers ont été géoréférencés. On s'en va progressivement vers ça. Et cette application-là, qui est assez simple pour le moment, parce que comme elle est résidente dans l'appareil Android ou encore iPhone, on ne peut pas jouer de vidéo et tout ça pour le moment. Donc, il va quand même avoir une évolution dans le temps, notamment que ça puisse devenir un peu plus interactif. Parce qu'après 3 ans, il y a beaucoup d'autres applications qui se sont développées. C'est jazzé et tout ça. On va continuer cette évolution-là dans le temps à mesure qu'on va pouvoir développer cette technologie-là. Ce que je veux vous dire également, c'est que c'est un des moyens de découverte. Ça n'a pas remplacé les employés. Vous avez vu, c'est important. Il y a l'interaction avec notre personnel sur le terrain. Ce sont des passionnés qui peuvent encore plus transmettre l'envie de découverte du parc, mais il faut les outiller de façon différente. Il y a encore les activités de découverte animées, donc il y a une foule des panneaux d'interprétation. Il y a d'autres éléments qui sont possibles. Mais la technologie va nous amener à de la flexibilité sur la possibilité d'avoir plusieurs langues, la possibilité d'ajouter des points de découverte. Donc, c'est très flexible comparativement à une brochure ou autre. Ça va-tu pour parcours? On va aller vers le... Et à la fin, après, il ne faut pas que j'oublie, quand vous revenez au centre de découverte, vous avez peut-être vu un élément du milieu naturel qui vous fascinait, vous voulez en apprendre un peu plus, mais vous allez avoir à l'intérieur de la borne interactive des données supplémentaires sur ce qui vous intéresse. Vous n'avez pas eu le temps de retourner au centre de découverte parce que vous étiez pressé de revenir à Montréal. Bien, de la maison, vous allez avoir accès aux mêmes éléments. Donc, c'est déjà en ligne pour que vous puissiez y aller. Donc, c'est le retour. Donc, vous avez vu le parcours, chacune des séquences. Mais dans chacun de ces éléments-là, il y a d'autres déclinaisons de ces moments de vérité-là, dans l'accueil, dans l'approche qu'on va faire. Et dans les prochaines années, chacun de ces éléments-là vont être encore travaillés. Je vais vous parler du EXP. Le EXP Expérience pour une personnalité du parc, c'est un projet que nous avons développé en équipe à la société à l'interne en 18 mois seulement. Vous savez qu'on a eu énormément de succès avec les tentes Utopia, le prêt à camper dans la vague du glamping. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres éléments face au profil de visiteurs qu'on ne réussissait pas à combler pour l'avenir. Donc, dans notre cas, et comme dans la plupart des entreprises touristiques, ce à quoi on est confronté, c'est que les besoins du client évoluent, puis ils évoluent très rapidement. Les gens veulent plus de flexibilité, plus de confort, faciliter la vie. Heureusement pour nous, il y a encore envie d'entrer en contact avec la nature, même pour les urbains. Plus de services, la nouveauté, diversité des expériences. Donc, ce que ça dit, ça, on ne peut pas rester fixe. L'attente, ça ne fait peut-être plus, il faut aller vers autre chose. L'autre élément qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des visiteurs et c'est des critères de performance, les personnes qui voyagent à deux. Le couple, les amis qui voyagent ensemble, les baby boomers hors saison, ça également, c'est une tendance. Et notre parc d'hébergement, nos magnifiques 585 chalets, il y en a moins de 5 qui étaient adaptés pour les deux personnes. Donc, vous êtes obligé de louer un chalet de 6, de 7, de 16 dans les réserves phoniques, et vous allez payer le prix pour le dit chalet. Et ça, il y a une logique là-dedans qui n'était pas... puis on est beaucoup dans la cabane qui est plus traditionnelle. Après ça, il y a une question de tarif. Je suis assez honnête pour vous dire que de ce temps-ci, il y en a qui nous critiquent sur la politique de tarification qu'on a. On est très conscient de ça. Il faut être attentif à cet élément-là. Les parcs nationaux, ça a quand même une valeur. Mais là, on avait un tarif d'hébergement pour 2 personnes qu'il ne fallait pas qu'il dépasse ça. L'autre élément, bien, là, vous allez comprendre que c'est un projet qui est à rendement financier. Ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement qui le paye, on l'emprunte à la banque et on le réalise. Donc, ça prend un taux d'occupation, tout ça pour arriver à un rendement. Et le dernier, ce qu'on vise, c'est des nouveaux visiteurs, des gens qu'on ne réussit pas à séduire pour les amener dans un parc national. Et c'est beaucoup la clientèle urbaine en disant qu'ils n'ont pas eu nécessairement, dans leur historique familial, la possibilité d'aller en nature. Et ça, ce qu'on appelle le déficit nature, va être de plus en plus présent dans les prochaines années. Donc, les inspirations de développement. Là, je vais vous dire carrément c'est quoi le cheminement qu'on a pris en le résumant, mais vous allez avoir nos secrets. Le premier élément, on s'est dit, ma cabane au Canada, il faut peut-être arriver à se distinguer. Ça fonctionne sur le marché. Ça, on a 585. Mais comment on peut sortir de ce qu'on retrouve à peu près partout? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, on est dans un parc national. Comment on fait pour avoir une conception qui se distingue de la concurrence? Oui, mais qui a une approche de micro-habitation, donc moins d'impact dans le milieu, puis qu'on pourrait avoir une déclinaison 3 saisons ou 4 saisons.
Ça ici, c'est le Rolling Hut que vous avez dans l'État de Washington, qui est une approche qui nous avait interpellés. L'autre élément, nous, ce qu'on veut, à l'ultime, vous allez voir tantôt, ce n'est pas de vous louer une cabane. L'objectif n'est pas là. C'est de vous donner une expérience, quelque chose qui va être plus intéressant, qui va vous donner l'envie. Donc, l'intérieur doit être aménagé assez convivial. Quand vous parlez micro-habitation, il faut que le mobilier soit multi-usage, qu'on réussisse à jouer avec ça, que ça soit très convivial, simple à utiliser et qu'on puisse sentir la nature à l'intérieur, bien que vous êtes. Donc, ça puisse respirer. Ensuite, l'implantation sur le terrain. Ça, c'est important. Donc, souvent, on est des chirurgiens de la nature. On vient découper et essayer de rentrer ça. Au Parc national Jacques-Cartier, quand nous avons rentré les EXP, on a pris les arbres, clic, on a rentré le bâtiment, puis on les a ramenés. C'est des éléments où il faut être très, très, très sensible dans notre cas. Donc, apprécier ce que le milieu naturel a à révéler. Et après, là, je vais vous parler de bâtiment, c'est plus d'architecture, mais on est parti avec Gaétan Thibault, que peut-être certains d'entre vous connaissez, sur un cube. Puis on s'est dit, ça nous prend quelque chose qui est facile à transporter. Au final, ce n'est pas ça qui est arrivé, par exemple. Mais je vous dis quand même de où on est parti. Donc, une espèce d'ossature qui serait facile à construire, puis aussi à enlever sur place. Puis on s'est aussi dit qu'il fallait que cet hébergement-là, on puisse l'habiller pour l'adapter totalement au milieu naturel qui va être environnement. On ne voulait pas un standard, en fait. Puis là-dessus, vous avez des murs, vous avez des toits qu'on peut vitrer, il fallait qu'on puisse jouer avec la structure. Mais le EXP, ce qui est vraiment différent dans notre cas, comme je vous disais tantôt, on ne voulait pas vous louer une cabane. On veut vous faire vivre une expérience, puis chaque parc national a sa personnalité. Le premier qui semble assez évident, c'est EXP.calme de la forêt. Comment on fait, en étant dans un séjour en nature, dans un loft en nature, dans un petit camp de base, de pouvoir sentir la forêt. Le deuxième, qu'on a implanté au Parc national du Mont-Tremblant sur une presqu'île, c'est le calme du Grand Lac. Il y a donc un endroit où est-ce que EXP, calme du Grand Lac, et ça, vous pouvez déjà l'utiliser. Parc national de la Jacques-Cartier, ce qui est intéressant, c'est la rivière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà dormi les fenêtres ouvertes avec une rivière qui coule. C'est très apaisant. En tout cas, moi, ça m'apaise. Donc, EXP, champ de la rivière. C'est ça que le Parc national de la Jacques-Cartier a révélé. Après ça, on s'en va au Parc national du Mont-Mégantic, réserve internationale de ciel étoilé. EXP, ciel étoilé. Dans ce cas-là, on a rajouté un dôme au-dessus de la chambre à coucher. Et quand vous allez vous endormir, vous allez vous endormir avec les étoiles. Pas les étoiles qu'on a collées pour les enfants, là, qui sont fluorescents. Les vraies étoiles, d'une réserve internationale de ciel étoilé. Et ça, vous allez pouvoir utiliser à partir du 18 juillet, ce EXP.ciel étoilé. Après ça, ben là, Claudia, tu vas te souvenir, Marjolaine, excuse-moi. Hey. Le EXP.cran rocheux. On est allé visiter l'été dernier le site. Et là, Marjolaine a designé au final le EXP pour qu'on puisse avoir ce spectacle-là devant les yeux. C'est sûr qu'ils est un peu plus bas, mais c'est EXP.cran. C'est ce que le Parc national des Grands Jardins a révélé. Et le dernier, imaginez le EXP, on vient... Parce que le Parc national de Plaisance, des champs. Des champs, ben, pour plusieurs, il y en a qui aiment beaucoup les champs, il y en a d'autres qui trouvent ça moins sexy. Par contre, dans les champs, il y a du vent. Si on vient mettre une porte patio dans les deux bouts, puis qu'au lieu des lits, vous avez des hamacs, ben, vous allez pouvoir vous laisser bercer dans le EXP souffle du vent, pendant que le vent rentre à l'intérieur. Et là, l'expérience est complètement différente. On essaye de passer ailleurs dans ce qu'on fait pour les visiteurs. Alors, ce que ça a donné concrètement, ben, c'est cette habitation qu'on a ajustée dans le temps pour 2 personnes avec, dans nos études de marché, la salle de bain, parce que les urbains, sortir du bloc sanitaire en pleine nuit, c'était pas évident, donc une petite douche, avec une toilette, des lits. Vous allez voir l'intérieur. Et, on peut rajouter un cube. On va l'essayer cette année à Mégantic. On a 2 unités comme celle-là, où on va pouvoir coucher 2 personnes supplémentaires. Toujours pour le même prix. Et concrètement, ben, vous avez notre première unité de démonstration. Entre l'idée que je vous parle là, qui s'est décidée dans le corridor, le PDG Raymond Desjardins, je lui disais, je pense que le nouveau chalet qu'on développe, on n'est pas à bonne track. Il dit, change tout ça, puis fais-toi plaisir. Ben là, on est parti en équipe, puis on a réussi en 18 mois à avoir l'unité construite de démonstration qu'on a ajoutée par la suite. Pas tant que ça, parce qu'Annie Lalancette, qui a été la designer, architecte là-dessus, a très, très bien travaillé. Dans l'implantation,
Puis là, ça vient à partir du plan des architectes du paysage, quand on vient le déposer, mais comment on va travailler. Là, dans ce cas-là, si vous avez le lendemain ou presque de l'installation au Parc national de la Jacques-Cartier, la nature a repris ses droits, mais on vient bichonner ça. Ensuite, en hiver, naturellement, au Parc national des Monts-Valin, on a cette expérience-là. Vous voyez l'implantation, comment c'est proche, comment c'est enrobant. Et à l'intérieur, ben, c'est effectivement convivial, 2 lits séparés. On peut les coller quand les gens sont en couple, mais 2 personnes qui voyagent, 2 amis, par exemple, peuvent l'utiliser. Vous avez le minimum pour être capable de cuisiner. Vous avez également la table qui se transforme. Le seul élément qui nous reste à ajuster, là, je suis honnête avec vous, c'est le confort dans l'espèce de salon qui n'en est pas un, puis on travaille encore là-dessus. Là, on a trouvé que les chaises de camping qui se déplient par appui, c'était probablement la traque. Mais dans le micro-habitation, cette table-là, initialement, devait se défaire, faire une base de lit pour pouvoir dormir sur la galerie. Première expérience avec Ariane Kroll, la presse, le modèle de démonstration. J'ai vraiment eu l'air fou. On essaye tous les deux de le défaire, pas capable. Là, j'étais avec la journaliste, on voit bien. Mais très compréhensive, parce qu'elle me dit, je viens de trouver un hébergement qui va me sortir de la ville, parce que moi, mes parents, ils ne m'ont pas amené en camping. Il dit, là, tu viens de me convaincre. J'ai ma toilette, les lits, la cuisine, super. Puis, on a laissé faire la table qui se défait. Fait que ça, déjà, ça a été une bonne chose qu'on le sache dès le début. Mais la table, on a installé sur la galerie. Et regardez, est-ce que vous imaginez là l'après-midi tranquille, dans votre hamac, au champ de la rivière? Donc, l'expérience s'est bâtie comme ça. Quelqu'un peut dormir aussi à l'extérieur, et c'est ce qu'on a rajouté pour régler cet élément-là. Alors, voilà ce que ça a donné après une première année. Nouveaux clients, 40 dans le réseau. Ça veut dire qu'il y a 40 des gens qui ont utilisé le EXP qui n'étaient pas venus dans le réseau des parcs avant ça. Dans le parc où il est installé, c'est 60 Quand je vous parlais d'aller chercher une nouvelle clientèle, on est content. Taux d'occupation, ben, on est vraiment content parce que l'on a dépassé. Donc, c'est 77 au total, 82 l'été. Là, c'est certain qu'il y a 10 unités seulement, mais comme chaque parc va avoir quelque chose à révéler différent, on pense que les gens, ça va les inciter à visiter d'un endroit à l'autre. On pense que des gens qui vont adopter le XP pourraient peut-être éventuellement être tentés par l'équipement Utopia. C'est possible. Il pourrait y avoir une transition. On espère que ça va être un produit d'introduction. Taux de satisfaction, 98 l'intention de retour à 88 Donc, pour nous, on est très, très contents, surtout à la vitesse qu'on l'avait travaillé. Donc, vous avez un peu le XP, comment c'est né, de quels critères de performance, comment c'est aménagé, puis un peu ce qu'on a réussi à faire dans cette voie-là. Perspective, bien, quelques, ça va être un. J'en avais mis plusieurs avant, mais là, je ne savais pas avec le temps. Je pense que je vais être correct. Donc, le développement des parcs nationaux pour les prochaines années va être en lien direct avec la stratégie touristique que Patrick Dubé vous a présentée. Donc, les deux portes d'entrée, l'axe du fleuve, les régions à plus grande importance internationale. Et un de ceux-là, ben, dans l'axe fleuve, dont la stratégie, il y a le Parc national des îles de Boucherville, qui est à 8 km de où nous nous situons. Est-ce qu'il y en a qui l'ont visité? Le fun? Ah, ben oui. Pour nous, là, c'est exceptionnel de pouvoir avoir un parc national à 8 km d'un centre-ville. Donc, ce qu'on fait, c'est de s'en servir comme un tremplin. Le magnifique carré que vous avez là, qui est la grande région métropolitaine, pour nous, c'est 60 de la clientèle intra-Québec qui fréquente nos parcs. Et cette clientèle-là est de moins habituée dans le milieu naturel. Et ça, c'est inquiétant pour dans 10 ans. Donc, là, vous avez le parc, vous avez le centre-ville, ça, j'en ai parlé, l'accessibilité par transport en commun, hein, qu'on va également réaliser. Il faut pour nous que ça puisse devenir une vitrine d'initiation puis de présentation des expériences qu'il y a ailleurs dans le réseau. Notre objectif à la CEPAC, c'est de faire visiter les régions du Québec, faire découvrir la nature du Québec. C'est fantastique dans la région périphérique de Montréal ou encore celle de Québec, mais partout en région, il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir, mais il faut donner le goût aux gens. Le deuxième élément, on va s'en servir comme lieu d'initiation. Les gens n'ont pas pratiqué le camping de façon traditionnelle. On a 8000 emplacements de camping. Il faut nécessairement qu'on se préoccupe de l'initiation. Donc, il va y avoir un programme qu'on appelle Découverte Camping, où on va carrément indiquer aux gens comment, par exemple, on monte une tente, comment la nourriture, et comment se prémunir des tamias rayés qui souvent peuvent paraître comme des ours pour des gens. Et je vous dis, non, mais c'est vrai, on l'a dans nos commentaires, ça gratte. On est au Parc national des Grands Jardins, quelqu'un arrive de la ville de Montréal, ils sont installés. 9 à 1. Ça gratte en dessous de ma tente. Il appelle la directrice de parc. OK, ça gratte.
Ça gratte est-ce que c'est très intense? Un grand grattement ou un petit grattement? Non, non, c'est un ours, c'est sûr que c'est un ours. Et c'était effectivement une petite créature. On est en milieu naturel, mais la distorsion commence à se créer. Et là, on a dit aux policiers, ben, à l'ultime, il faut que le parc national des îles de Boucherville devienne un tremplin promotionnel vers les autres parcs nationaux. Et comment on va faire ça? Bien, par divers projets. Puis ça va sûrement vous interpeller parce que là, il va y avoir des mandats. D'abord, un accueil fluvial au centre de découverte. On va réaliser dans la stratégie, vous l'avez, un stationnement incitatif qui devrait partir pas trop loin de l'environnement qu'il y a ici. Et l'aventure du parc va partir du milieu urbanisé. On va prendre le fleuve, parce que le fleuve, il y a quelque chose qui est très parlant au niveau du Québec. Donc, on va aller plus loin, jusqu'aux îles de Boucherville, où vous allez débarquer. Ensuite de ça, il y aura l'Altevéage, je la passe, le camping. Je vais y revenir. Il va y avoir le centre de découverte et de services. Il y aura le camping, un camping donc de 75 emplacements. Vous allez devoir vous rendre en vélo à partir, en fait, du centre de découverte vers l'emplacement. Il va y avoir 25 tentes Utopia, mais il va y avoir du camping aussi régulier. Donc, c'est le fun. Si vous ne voulez pas faire une fin de semaine, ça va être complètement différent. C'est vrai qu'on se sent très dépaysé quand on est dans ce parc national-là. L'expérience d'hébergement, on va avoir en démonstration probablement un EXP, probablement un des 3 modèles qu'on va développer dans les 2 prochaines années, parce qu'il y a autre chose sur lequel on travaille. Il va y avoir la halte VR, c'est un stationnement qui a été construit au départ du parc, mais qui était inutilisé. On l'a récupéré, on a dit, bon, les véhicules récréatifs à Montréal, qu'est-ce qu'ils font avec ça, avec leurs grosses machines? Bien, ils vont le stationner à cet endroit-là, puis après, ils vont pouvoir avoir accès à la ville. Et nous, on a récupéré un endroit qui était déjà perturbé, puis on l'a remis en valeur. Et les quais, puis tout ça, vont être rénovés. Et tout au long du fleuve, bien, c'est des haltes détente, des haltes contact avec le fleuve. C'est ça qu'on va vouloir révéler dans ce parc-là. Des lieux où vous allez pouvoir aller vous reposer. Le camping, il y a une inspiration qu'on a eue, le directeur du parc et moi, quand on visitait, c'est d'avoir un lieu de hamac, de pouvoir se reposer, bercer sous les arbres. Fait que Denise nous a trouvé la solution, nous a tout aménagé ça. Fait un magnifique plan, puis on a dit, ah. Puis je vous dirais, quand ils travaillent, puis on saisit ce que le gestionnaire dit, puis ils ne se trompent pas. Hein. Souvent, c'est très rare qu'on va revoir leur travail. Ils saisissent autant que nous. C'est pour ça que c'est important de les avoir avec nous à l'interne. Après ça, on essaye de transmettre quand les professionnels, quand vous arrivez dans le projet, comme par exemple au centre de découverte, vous avez le plan initial que Denise a réalisé. Le stationnement était déjà existant. On va travailler sur la portion qui est beaucoup plus, attendez un petit peu, pour vous, c'est sur la gauche. Donc là, il va y avoir un mandat qui va être donné en architecture du paysage, un architecte pour le bâtiment, des designers pour implanter parcours, l'ingénierie, tout ça. Tout le monde va travailler en synergie avec l'équipe de gestion du parc, mon équipe à la vice-présidence, et l'équipe des architectes du paysage qui vont accompagner ça au sein d'un groupe de développement que nous, on a, et on va réaliser l'ensemble de ce projet-là. Et il y a aussi un 25e parc national. Le gouvernement nous a confié la gestion. Ça, c'est au Témiscamingue, c'est un petit peu plus loin, mais quand même, il va y avoir beaucoup de travail. Dans ce cas-là, on doit partir. Vous avez la pointe au Pémican et on devra aménager l'ensemble du territoire, un peu comme on a fait avec le parc national du lac Témiscouata. Donc, on en repart un autre. Et ça va, comme je dis souvent, les gestionnaires qui ont l'opportunité de pouvoir être à la création et à la naissance d'un parc jusqu'à la fin, c'est probablement dans l'avant-dernier. Il en reste peut-être un autre là, à créer. Mais dans nous, notre domaine, c'est assez exceptionnel. Moi, je me trouve très privilégié de pouvoir être le capitaine des parcs nationaux en ce moment, puis d'avoir pu arriver. Je suis arrivé sur la fin de lac Témiscouata, mais avec Opémican dès le départ. Alors voilà pour l'essentiel, l'ensemble des propos. J'ai réussi à rattraper le temps, mais c'est bien. Alors voilà l'expérience, comment on le fabrique à la CEPAC, en fait, dans les parcs nationaux.